Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 15 mai en actu. Et au sommaire aujourd'hui, le nouvel horaire 2025 des CFF qui a suscité de nombreuses réactions et mécontentements. De Genève à Yverdon en passant par Morges, plusieurs villes regrettent l'offre ferroviaire dans une grande partie de la Suisse occidentale. On a donné la parole notamment au porte-parole des CFF sur notre plateau. La responsable en charge de la mobilité pour la ville de Nyon, Roxane Faro, sera avec nous. Bonjour Roxane, bienvenue sur ce plateau. Et puis on donnera la parole également au Nyon-Saint-Sergue en compagnie d'Alexandre. En sport, et vous l'avez vu tout à l'heure dans les coulisses, on reçoit la jeune judoka Mélodie Veillard qui a remporté sa première médaille en Coupe d'Europe en décrochant le bronze. Bonjour Mélodie, félicitations, tu es venue avec ta médaille. Quelle fierté, on est ravis de t'avoir sur ce plateau. Enfin, on terminera en culture et en images. Retour sur la 50e cantonale des chanteurs vaudois, un livret de fête qu'on a eu plaisir à suivre du 12 au 14 mai à Gland. De ton côté, Alexandre, tu es en compagnie du nouveau directeur du Nyon-Saint-Sergue. Bonjour, comment ça va en ce lundi matin ? Bonjour Andrea et bonjour Emmanuel Laurent. Bonjour Alexandre et bonjour à nos amis en plateau. Ça me fait grand plaisir d'être ici. Donc regarde Andrea, je suis au dépôt des Plantins. Donc c'est ici que sont stockés les rames, les wagons du Nyon-Saint-Sergue. Alors Emmanuel Laurent, avec vous, on va apprendre à vous connaître puisque vous êtes le nouveau directeur du Nyon-Saint-Sergue depuis le mois de février. Et puis bien sûr, on va réagir justement à ces changements d'horaire des CFF, savoir qu'est-ce que ça change pour le NSTCM. Et puis ensuite, on va regarder vers l'avenir avec les ambitions d'Emmanuel Laurent pour la suite et aussi les nouveautés que nous cachent ces trains rouges. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Pour commencer, retour sur l'événement du week-end. Il y en a eu plusieurs, mais on a donné la parole aux chanteurs de la région. 3 jours de fêtes et de chansons qui ont animé Gland pour la 50e cantonale vaudoise des chanteurs. Ce week-end à Gland, Gland est devenu le cœur des chanteurs. Petit tour en coulisses à l'heure de la cérémonie officielle. Bonjour mesdames. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour la cantonale de chant à Gland, c'est formidable. Mais il faut parler doucement parce qu'ils sont en train de chanter là. Comment ça se passe ? C'est formidable. Donc on est parti à 7h ce matin. La chanson d'amour, on vient de Vergy-Perrin. Et puis on est 42. Et puis voilà, on est dirigé par une Coréenne qui chute. Et puis c'est la première année, donc elle a beaucoup de pression pour cette première cantonale. On se réjouit. C'est en effet un immense plaisir que de vous saluer au nom du Conseil d'État vaudois à l'occasion de cette 50e fête cantonale des chanteurs vaudois. Que représente pour vous cette 50e cantonale ? C'est un moment de rassemblement qui dit l'attachement de ce canton, toute génération confondue, à l'art choral. Le chant, c'est un vecteur de passion, c'est exprimer sa voix dans un chœur. C'est que chacun et chacune a justement sa place. Généralement, il n'y en a pas un ou une qui dépasse. C'est la recherche de l'harmonie et de l'ensemble. C'est des très belles valeurs, je trouve. Et on voit que l'attachement des Vaudoises et des Vaudois à leur société chorale ne se dément pas. Est-ce que cette journée se déroule comme dans vos rêves ? Ah oui, c'est même plus que les rêves, parce que ce que je ne me rappelais plus, c'est cette éclosion. C'est un peu comme une fleur qui s'ouvre, finalement. On la voit pousser, mais tout d'un coup elle s'ouvre et on découvre le monde qu'il y a, l'organisation qui vraiment apporte des éléments tangibles que l'on peut voir, écouter, entendre. Et c'est très très beau. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous présenter votre chorale ? Chœur d'hommes de Cherley-Montreux, 37 chanteurs, les meilleurs, comme dirait mon directeur qui se trouve derrière moi. Bon, on n'a encore pas concouru. Ouais, que représente pour vous cette 50e cantonale ? Une fête importante pour tous les chœurs du canton, de se retrouver après une période assez difficile du Covid. Donc heureux d'être là avec le soleil en plus. Bonjour mesdames. Vous vous préparez à entrer sur scène ? Oui. Qu'est-ce que vous allez chanter ? Voyage, Au bel enfant, et puis Cantate Domino, 4 chants. Bien. Devant un jury ? Voilà, justement, oui. Pas trop stressé ? Oui, un petit peu.
passe ici? Racontez-moi. Alors, on est, Marie et moi, dans le jury et on juge 4 chœurs maintenant. Maintenant, on a les partitions et regarde s'ils chantent un peu ce qui est là, mais ce qui est très important, que des émotions quand même viennent vers le public. C'est pas seulement la technique qui compte, c'est vraiment d'un côté aussi s'ils s'engagent. Si on sent par exemple qu'ils savent qu'est-ce qu'ils chantent, c'est très important. Et que ces émotions viennent vers le public et aussi vers nous. Comment ça s'est passé ce passage pour vous? Écoutez, c'est toujours très intéressant parce qu'ils ont moins l'habitude de monter sur scène que certains artistes professionnels, bien sûr. Hein, voilà, on est dans le monde amateur, c'est toujours intéressant de se frotter à ces sensations comme ça de la scène. C'est vrai que comme c'est ces scènes plongeantes, assez impressionnantes, je pense qu'il y a 2-3 genoux qui ont dû trembler. Voilà, mais ils s'en sont bien sortis au final, ils ont eu du plaisir. Et puis, voilà, c'est vrai qu'il faut garder l'esprit bon enfant et puis vraiment beaucoup de partage dans cette atmosphère-là, en fait, que l'on vit avec cette cantonale. Comment ça s'est passé sur scène? C'est vrai que l'ambiance elle est assez impressionnante. Il y a un écho qui est vraiment spécial ici. Et puis c'est vrai qu'on on s'entendait assez bien encore entre nous. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu de peine à entendre le piano. Et puis sinon, ben voilà, on sent qu'il y a il y a du spectateur, on sent qu'il y a de l'attente, on sent le stress de la scène, quoi. On vous a vu chanter toute la matinée, dis donc. Ouais, on avait rendez-vous à 7h30. Toujours du plaisir de venir passer des journées de convivialité, passer un bon moment, oublier tout ce qu'on a, tout notre quotidien et puis profiter du bon temps. En actu, le nouvel horaire des CFF 2025 a suscité de nombreuses réactions. Quel est le positionnement de la ville de Nyon? On en parle avec vous, Roxane Faro. Bienvenue sur ce plateau. Rejoignez-moi, vous êtes la responsable politique, notamment pour les transports de la ville de Nyon. Bonjour. Bonjour Andrea. Bienvenue. Alors, beaucoup de mécontentement, on l'a vu, de Genève à Yverdon en passant par Morges. Quel est le positionnement de la ville de Nyon? Est-ce que vous faites partie aussi des mécontents? Alors, précisément pour nos horaires nyonnais, on n'a pas encore un détail qui nous permet de, si vous voulez, quantifier le niveau de notre insatisfaction. Par contre, effectivement, ça fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes impactés très régulièrement par une détérioration de l'offre de transport public de la part des CFF pour notre commune. Alors c'est vrai qu'on parle notamment d'un retard par rapport à la Suisse alémanique. On a annoncé également plusieurs retards dans les chantiers à Lausanne. Quel impact a eu pour Nyon et aura pour Nyon ce retard des travaux en gare de Lausanne? Alors on ne connaît pas encore l'impact direct de ces travaux-là, mais il n'y a pas de doute sur le fait que ces 12 ans de retard sur un chantier hyper important pour la Suisse occidentale, voilà, on va être impacté d'une manière ou d'une autre. La gare de Lausanne, c'est le nœud géographique pour notre partie de la Suisse. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui a été qualifiée par Nouria Gorité de finalement transport public à 2 vitesses dans notre pays. Nouria Gorité, justement, elle s'est exprimée lors du dernier Grand Conseil. Vous savez, ces Grands Conseils que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne. Justement, la ministre des Transports s'est exprimée au sujet de ces nouveaux horaires 2025. Voici ce qu'elle en disait. Aujourd'hui, j'entends que la Suisse romande est délaissée, ignorée, et je crois qu'il y a un peu d'exagération, pour tout vous dire. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Ça, c'est oui. Ça, c'est le cas dans tous les cantons parce que le cumul des chantiers entraîne un certain nombre de conséquences. Nouria Gorité qui parle d'exagération, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Non, je ne suis pas d'accord avec ces propos, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a un agacement dû à une succession, finalement, d'impacts pour
la Suisse romande concernant les horaires CFF. On est dans une espèce de situation. Regardez, aujourd'hui, les étudiants nyonnais, on les envoie à la HEIG Vaud à Yverdon pour suivre leurs études dans les métiers, par exemple, de l'ingénierie et de l'informatique. On pourrait les envoyer à Genève, c'est 12 minutes en train. Voilà, donc il y a un impact certain, il y a un agacement, il y a aussi des attentes de la part des villes romandes. Moi, je pense qu'on est dans un moment aujourd'hui où les villes romandes doivent être solidaires entre elles. C'est la raison pour laquelle la municipalité de Nyon signera le courrier préparé par la ville d'Yverdon destiné à l'OFT et au CFF. Et aujourd'hui, on va être obligé de continuer à nous serrer les coudes pour que finalement on ait une offre à la hauteur du dynamisme de la Suisse romande. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? On a l'impression qu'on est un peu dans une impasse, finalement, que ce retard, on n'arrive pas à le rattraper par rapport à la Suisse alémanique. La faute à qui, Roxane Faro? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question ce soit de chercher les fautifs. Il est certain que pendant des dizaines d'années, il y a eu un manque d'investissement au niveau ferroviaire en Suisse romande. Je crois que ça, personne ne le nie. Peut-être que aussi certains politiques n'ont pas assez bien fait leur travail de lobbying à Berne, c'est certain. Voilà, aujourd'hui, nous essayons de travailler avec les CFF, avec l'OFT, pour finalement rattraper ce retard qui me paraît quand même relativement irrattrapable, parce que au moment où nous aurons fini les travaux dans une quinzaine d'années, il faudra on aurait dû commencer déjà à réfléchir à des planifications futures. Donc voilà, maintenant, il y a des travaux qui doivent être effectués. C'est là où je rejoins Madame Gorité, c'est que finalement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Néanmoins, il est important que les villes romandes soient entendues et qu'on n'ait pas, au moment où on a des objectifs qui nous sont fixés par la Confédération de réduction de moins 50% de nos gaz à effet de serre à horizon 2030, moins 50% par rapport à 1990, où on doit opérer ce report modal de la route vers le rail. C'est le moment qui est choisi pour finalement augmenter les temps de parcours, augmenter le nombre de transbordements et augmenter les tarifs des CFF. Et ça me paraît utopique de demander à la population romande de faire cet effort de la route vers le rail dans ces conditions-là. Ouais, cet effort est demandé à la population. Et justement, on a questionné à ce sujet le porte-parole des CFF. Voici ce qu'il en dit. Jean-Philippe Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des CFF. Depuis l'annonce des changements d'horaire 2025, beaucoup de mécontentement, surtout du côté de la Suisse romande. Quelle est votre réaction déjà par rapport à ça ? Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces changements d'horaire. C'est vraiment fondamental. Et pourquoi surtout en Suisse romande, c'est quelque chose en fait qu'on a déjà fait en Suisse alémanique il y a quelques années. On a un horaire qui date, la base de l'horaire date de Rail 2000, c'était en 2005. Depuis, les horaires se sont enrichis, engrossis, on a rajouté des trains, on a rajouté des liaisons, on a de plus en plus de monde dans les trains, le temps pour sortir et entrer d'un train sont plus longs, donc les temps de parcours sont devenus trop courts, on n'arrive plus à tenir l'horaire, on a une ponctualité qui est moins bonne maintenant qu'ailleurs, et justement l'idée de base de cet horaire, c'est vraiment de redonner de l'air pour que le système puisse de nouveau fonctionner, que les clients qui veulent de la qualité des trains à l'heure puissent les avoir de nouveau à l'heure. Et on a tout de suite mis le doigt sur le problème finalement, c'est qu'on a un retard par rapport à la Suisse alémanique. Il vient d'où ce retard en Suisse romande ? C'est difficile de parler de retard. On a des investissements qui se font en Suisse alémanique, on a des investissements qui se font en Suisse romande, on a de l'entretien qui se fait. Il est clair aussi que de plus en plus de monde en Suisse romande prend le train. C'est quelque chose de réjouissant pour nous. Les Suisses allemands l'ont fait peut-être bien avant nous. Les Zurichois ont pris le train beaucoup plus en masse bien avant la Suisse romande. Néanmoins, maintenant, on a vraiment cet engouement pour le train parce qu'il y a davantage d'offres, davantage de trains qui circulent. Et davantage de trains qui circulent, ça veut dire d'abord davantage d'entretien. Et puis en plus, on doit faire des chantiers de développement. Entre Lausanne et Genève, on a plus de 4 milliards de francs qui vont être investis prochainement dans ces voies. Donc il faut pouvoir aussi avoir la place de faire ces chantiers. D'où le fait de toujours avoir maintenant de la marge dans cet horaire pour pouvoir à la fois avoir cet équilibre en fait entre les besoins des clients, c'est-à-dire on doit les transporter tous les jours, et puis en même temps développer le réseau du futur avec justement un peu de marge pour faire ces chantiers. Et on doit vraiment trouver cet équilibre et c'est ça qui est un petit peu la base de ce nouvel horaire.
Alors si je résume vos propos, c'est que finalement il faut investir, changer les lignes pour l'avenir pour finalement rattraper ce retard qu'on avait par rapport à la Suisse alémanique et puis qu'aujourd'hui ces travaux ont un impact sur l'horaire. Alors voilà, des temps de parcours qui sont allongés, mais du côté finalement des clients, on a de la peine à comprendre parce que voilà, ces transports sont finalement rallongés, ces temps de parcours sont rallongés et puis en même temps le prix des billets augmente. Est-ce que c'était réellement le beau moment pour augmenter les billets et demander encore cet effort supplémentaire aux clients ? Alors l'augmentation du prix des billets, ce n'est pas une décision des CFF, c'est une décision de l'ensemble de la branche. Les CFF participent à la branche, mais c'est une décision de l'union de l'Alliance Suisse-Pass qui réunit tous les transports publics de Suisse, que ce soit les bateaux, les transports des villes, etc. Et c'est vrai que la Confédération ayant décidé d'allouer moins de moyens au transport public, il fallait trouver aussi une participation des clients. Vous savez, les clients, en général, quand ils payent un billet de train actuellement, ils payent à peu près la moitié de la prestation. L'autre prestation est payée par les cantons, par les collectivités publiques. Et c'est vrai qu'il fallait trouver un petit peu plus d'équilibre là-dedans, puisqu'on avait un peu moins d'argent de la Confédération. Il fallait que les clients puissent payer un peu plus. Du côté du canton, on a entendu Madame Nouria Gorité exiger et surtout demander que ces négociations d'horaires se fassent d'année en année et non chaque 10 ans. Qu'est-ce qu'il en est dans les grandes lignes ? Alors l'horaire se fait chaque année. Chaque année, il y a des nouveaux horaires. Chaque année, il y a, dans la mesure du possible, des nouveaux trains. Chaque année, on a justement développé le RER Vaud, développé le Léman Express. Donc dès qu'on peut, on rajoute des trains là où c'est possible. L'horaire 25, lui, il a justement été négocié et discuté pendant une année avec tous les cantons, justement. Parce que justement, c'était important que tous les cantons puissent trouver quelque chose qui soit équilibré, un horaire le plus équilibré possible pour 2025. Pour le district, on est plutôt du côté des perdants. C'est ce qu'on entend du côté du public. Votre avis ? J'ai pas envie de parler en termes de gagnant-perdant. Je crois qu'il s'agit de trouver un équilibre pour l'ensemble des clients de la Suisse romande. L'idée, c'est que pour tout le monde, en fait, cet horaire, il va être meilleur et garantir davantage de ponctualité. Certes, il y a des changements. Certes, il y a des temps de parcours un petit peu plus longs à certains endroits, quelques minutes. Je crois que depuis Nyon, il y a 2 minutes de plus à peu près pour se rendre à Lausanne. Pour le reste, pour les personnes de Nyon, on a à peu près le même horaire qu'avant. On a toujours 2 trains IR par sens en direction et par heure. On a toujours les 2 Erie Express. On a un petit peu plus de trains aux heures de pointe, notamment en direction de Genève. On en a quelques-uns de plus. Et puis on a un train aux heures de pointe aussi en direction de d'Yverdon-Neuchâtel en plus. Donc globalement, je pense qu'on arrive quand même à trouver une solution qui soit bonne pour les clients, notamment aussi en améliorant la ponctualité générale du réseau. Globalement, on nous dit que c'est une situation qui est plutôt efficiente et efficace et que finalement, c'est juste des petits temps de parcours qui sont prolongés de quelques minutes. Nyon râle pour rien, et comme toutes ces villes. Nyon, comme je vous l'ai dit en introduction, est solidaire des autres villes romandes. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'impact pour Nyon n'est pas majeur sur ce changement 2025, mais il est important qu'il y ait de la solidarité entre les villes. Et par exemple, un exemple de péjoration pour nos amis villes. Aujourd'hui, Morges-Yverdon, à cause d'un IC direct supprimé, c'est 22 minutes de plus de temps de trajet. Et je pense que si Nyon était dans cette situation-là, nous serions heureux que nos partenaires villes nous soutiennent. Ouais, des partenaires, il y en a, et c'est également le petit fameux train rouge, le Nyon-Saint-Sergue. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement du côté du Nyon-Saint-Sergue, Alexandre? Que dit le nouveau directeur du Nyon-Saint-Sergue par rapport à ces nouveaux horaires et cette refonte d'horaires 2025? Oui, Emmanuel Laurent, justement, on vient d'entendre ce sujet sur les changements d'horaire des CFF. On sait que le train rouge, le NSTCM, qui monte direction la Cure, dépend justement des fonctions des horaires des trains qui arrivent en gare de Nyon pour ensuite pouvoir partir. On imagine que ce changement d'horaire des CFF, ça va avoir un impact sur vous. Quel sera-t-il ? Alors, on a la chance de vivre dans un pays où la densité des transports publics et la densité du ferroviaire est incroyable. Donc, dès qu'une compagnie, surtout la compagnie majeure, bouge et modifie ses horaires, toutes les autres compagnies sont concernées, le Nyon-Saint-Sergue aussi, et nous sommes déjà en train de regarder comment adapter ci et là nos horaires à chaque fois que besoin, mais je crois vraiment que les modifications seront assez mineures en ce qui concerne le Nyon-Saint-Sergue. Bonne ou mauvaise nouvelle pour vous, ou bien justement ça vous est égal, il y a juste une adaptation à faire? Quelle est votre réaction? Alors, je crois qu'il y a des deux. Il y a la bonne nouvelle, c'est l'investissement dans le ferroviaire
faits par nos collègues de CFF et qui sont faits aussi et qui nous concernent pour l'Union Saint-Cergue. On parle de plusieurs centaines de millions de francs de travaux dans les prochaines années sur la ligne pour la moderniser. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est vrai que du point de vue voyageur, on va parfois un peu péjorer, changer les temps de parcours ou modifier les dessertes. Il faut aussi l'expliquer et à chaque fois qu'on peut le faire avec de la concertation, de la discussion et puis trouver les bons compromis avec tous les acteurs. Eh bien voilà donc ce qu'on pouvait dire, Andrea, pour les impacts sur le Nyon-Saint-Cergue. Oui, pas d'impact sur le train au quart d'heure, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, notamment du côté de Région de Nyon. Mais le risque finalement, Roxane, c'est que les usagers préfèrent le réseau routier, qu'il soit privilégié, puisqu'ils auraient peut-être tendance à croire que le trafic ferroviaire n'est pas assez finalement optimal. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, les changements d'habitude des voyageurs, ils se font très facilement dans un sens, quand il faut revenir du rail à la route. On a pu le voir pendant toute la crise Covid, mais qu'ensuite les remettre dans les transports publics, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, voilà, on est à un point charnière, comme je vous le disais tout à l'heure, et il faut que toutes les forces soient mises pour qu'on ne revienne pas en arrière. Ouais, donc faire du mobbing, on le comprend, mais encore parce que finalement, ça vous met dans une situation compliquée. Vous avez une stratégie politique, de mobilité aussi, d'environnement, des objectifs à atteindre. Est-ce que du coup, vous le disiez avant, finalement, c'est idéaliste ? Comment faire ? Non, idéaliste, non. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, autrement, on passerait beaucoup d'heures à faire des choses idéalistes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, les villes, elles investissent énormément pour les questions de report modal, notamment sur les infrastructures piéton-vélo. Et finalement, on attend de la part du canton, de la Confédération, qu'il y ait le même effort qui soit fait. C'est eux qui fixent les objectifs. Nous, aujourd'hui, nous mettons tout en œuvre pour les réaliser. On attend le même effort de leur part. Ouais, vous attendez et pourtant vous avez des projets aussi à venir. On sait qu'il y avait une refonte, un nouveau visage de la gare CFF, notamment de Nyon. Est-ce que ce projet, du coup, il pourra suivre notamment son calendrier ? On avait parlé d'un premier calendrier, je crois, pour 2024, qui est déjà retardé, notamment dû à ses impacts en travaux du côté de Lausanne. Alors, normalement, à ce jour, les travaux avancent bien. Le service du territoire, accompagné par les autres services de la ville, travaille sur le fameux plan guide de tout le secteur gare. On travaille en parallèle avec les CFF. Les CFF devraient pouvoir commencer leurs travaux en 2026 et nous espérons, nous, pouvoir, dans la foulée, arriver avec des travaux concernant notamment les espaces publics autour de la gare. Mais ce sont de très grands projets, très complexes, mais avec beaucoup de gens très motivés à les faire aboutir. Ouais, mais est-ce que vous y croyez réellement ? On voit votre main qui hésite parce qu'il y a ces retards en gare de Lausanne. Est-ce que réellement, on peut s'attendre à ce que ce calendrier soit maintenu, très franchement ? Écoutez, nous, on travaille avec un calendrier qu'on tend à respecter. Et puis, on verra au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous n'avons pas de signaux qui nous diraient que les travaux de la gare de Nyon vont être retardés. Si toutefois ça devait être le cas, on viendra vous voir. Eh bien, en tout cas, on se réjouit de vous voir et d'avoir de ces nouvelles. Roxane Faro, municipale en charge de la mobilité pour la ville de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À bientôt. À vous aussi, Andrea. Alexandre, on retourne à toi. Et donc, tu vas également nous parler des nouveautés du côté du Nyon-Saint-Cergue en compagnie du nouveau directeur. Effectivement, Andrea. Et puis surtout, la première nouveauté, Monsieur Laurent, c'est que vous êtes le nouveau directeur de ces trains rouges qu'on voit derrière nous. Déjà, comment ça se passe depuis maintenant 4 mois à peu près que vous êtes à la tête de cette entreprise ? Bien, ça fait presque 100 jours, jour pour jour, de direction et des trains rouges qui sont derrière nous, mais aussi des bus des transports publics de Nyon, puisque j'ai l'honneur de diriger les 2 compagnies. Donc tout va bien pour l'instant. Vous avez pris vos marques. Alors, c'est très difficile de prendre ces marques en 100 jours. Ce qui est incroyable, c'est l'accueil qui m'a été réservé tant par les collaborateurs que par les voyageurs, puis que par la région de Nyon, le canton, les communes, nos interlocuteurs. C'est vraiment chouette. Bon, alors, on va justement discuter en avançant un petit peu, Monsieur Laurent, dans ce dépôt. Alors, la première question que je voulais vous poser, bien sûr, c'est que vous êtes arrivé alors que les NSTCM vivaient une tempête. C'était après une crise administrative et de gestion managériale. C'est pas quelque chose qui vous a freiné, justement, quand vous avez postulé ou qui vous a fait peur ? J'ai postulé en toute connaissance de cause et puis je me dis, là, regardez, on est dans un dépôt qui a été construit en 1916. Donc, la façade de 1916 est telle qu'elle est et vous avez des trains à côté qui viennent d'être livrés en 2022.
Donc faire du chemin de fer, c'est savoir avancer, puis se baser sur des choses qui sont solides et qui nous permettent d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment une belle expérience. Justement, vos ambitions à vous, vos envies, votre direction que vous allez donner à ces trains rouges, quelle est-elle? Alors on a des beaux projets, on a des projets de modernisation de la ligne, les infrastructures, la mise aux normes de la loi Eland pour laquelle nous courons un peu après le temps, mais on le fait. Puis en même temps, on va rajeunir les rails, on va rajeunir les quais, on va rajeunir les gares. Puis là, vous voyez, on fait des opérations, on rajeunit les trains, on change les attelages, on appelle ça du rétrofit. Alors, dans notre jargon, c'est des opérations un peu particulières. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réadapter les attelages à la nouvelle modernité. Ils seront plus rapides, ils seront plus fiables. En même temps, on a changé les vitres de ces trains de manière à mieux capter nos natels, à donner plus de confort aux voyageurs. Puis on a des opérations courantes qui sont un petit peu exceptionnelles. Vous voyez, derrière, on est en train de remplacer ce qu'on appelle des bougies. Je me tourne encore, voilà. Les bougies, c'est ce qui correspondrait aux roues de voiture. Oui. Simplement, nos roues font plusieurs dizaines de tonnes. Ces bougies sont prises, ils sont transportés dans les ateliers, les roues sont reprofilées, ils sont revérifiés et ils repartent pour des millions de kilomètres. Donc, on est vraiment dans des temps très, très longs et on est sur du temps long dans le ferroviaire. Alors, les temps longs dans le ferroviaire, ça permet vraiment de voir ensemble vers l'avenir. C'est vrai, on a entendu la discussion en plateau avant. Un défi, c'est remettre les gens dans les transports publics. Comment est-ce qu'on peut encourager les Nyonnaises et les Nyonnais, finalement, à emprunter ce petit train rouge plutôt que de prendre sa voiture? Alors, moi, ce qui me passionne, c'est que les Nyonnaises et les Nyonnais et les habitantes et habitants de la région de Vaud, de la région de Nyon, bien sûr de Vaud, prennent le train, mais aussi le bus. Donc, nous avons reçu nos premiers bus hybrides et on va aller tout doucement vers une politique de décarbonation. Et ces deux compagnies, tout à l'heure, vous me disiez, vous avez pris en connaissance de cause. Oui, nous sommes dans les meilleurs en critères de qualité suisse, romand et suisse, toute confédération dans nos critères de qualité, d'accueil, de ponctualité de gare. Et c'est vraiment beau pour une belle compagnie. C'est un des premiers critères. Vous prenez le train, vous prenez le bus, il faut qu'il soit propre et à l'heure. Ça vous incite à y aller avec une offre soutenue, évidemment. Alors, vous me parliez justement de ce dépôt qui est plus que centenaire. C'est vrai, dans les actualités du NSTCM, c'est ce fameux dépôt à Trélay, justement, à côté de la plaine de l'As, qui est en train d'être construit. On en est où de ce chantier, Monsieur Laurent? Alors, le dépôt, c'est un projet incroyable. Hein. Il est sorti de terre. Les premiers bâtiments sont hors d'eau. Il va regrouper toutes nos activités administratives pour les deux compagnies. Et puis, ça sera un dépôt ferroviaire ultra moderne avec des installations de tours en fosse qui vont permettre d'aller très très loin dans la réparation, la maintenance des rames. Je sors de réunions de chantier avec les mandataires et les partenaires qui travaillent avec nous sur le projet. Fin 2023, fin 2023, début 2024, on espère rentrer dans les lieux, exploiter. Et puis, comme tous les chantiers en ce moment, on n'est pas à l'abri d'avoir des sujets qui viennent de l'extérieur. On les traite calmement et on va de l'avant. Voilà, fin 2023, début 2024, donc pour ce dépôt, en termes de nouveautés aussi sur ces rames. Alors c'est vrai, vous nous avez parlé des vitres, vous nous avez parlé des attelages. Il me semble qu'il y a un effort aussi qui va être fait à la fois pour la cadence des trains, ça se passe au niveau des rails, et aussi pour l'accès aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est de la cadence, nous avons une infrastructure qui a parfois plus de 50 ans à certains endroits, et puis un système de signalisation qui permet l'espacement entre les trains. Un peu comme les feux rouges sur la route, nous, on a nos feux rouges sur les rails. Donc, ceci va être modernisé dans les 10 ans à venir. Et puis, on a une préoccupation qui est l'accueil des personnes à mobilité réduite. Si vous me suivez, vous voyez, on a des rampes qui sortent des trains pour permettre aux personnes à mobilité réduite plus d'accès, mais les quais n'ont pas été relevés partout, et donc on travaille sur les gares. On met en place un dispositif de substitution, soit avec nos conducteurs, soit avec nos contrôleurs qui peuvent aider les personnes à la demande. Et puis nous regardons à faire avec CFF un partenariat pour, dès le 1er janvier, encore augmenter le service pour les personnes à mobilité réduite. Eh bien voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les nouveautés. Eh bien, Monsieur Laurent, j'ai envie de vous dire bienvenue et puis bon travail alors pour les années à venir au NSTCM et au TPN. Tout grand merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Voilà, Andrea, ce qu'on pouvait dire. Alors, ce dépôt à Trélay, tu l'auras compris, fin 2023, début 2024, c'est le nouveau directeur qui le dit. Et puis, on ira évidemment faire une petite visite des lieux. Bonne journée, Alexandre. Ciao, ciao. Et après avoir pris le train, je vous propose de prendre l'avion pour rejoindre Sao Paulo et Florian en direct depuis o Brasil pour la sélection du 4e mondial de fondue. Bonjour Stéphane, bonjour Florian, comment ça va? Il fait chaud? Eh ben ça va bien, ça va bien. Vous voyez, là on est dans cette ville monstre de près de 12 millions d'habitants, Sao Paulo. C'est la 3e plus grande ville d'Amérique, 5e plus grande ville du monde. Une mégalopole incroyable qu'on a eu un peu le plaisir
de découvrir hier. Et effectivement, ici, le temps ne passe pas pareil qu'en Europe, n'est-ce pas Stéphane? Oui, quand on nous demande comment ça va, on est obligé de répondre ça va vite, parce que c'est très intensif, mais on est là pour justement ce mondial de fondu et on met les bouchées doubles pour atteindre tous les objectifs, que ce soit d'être en direct, des petites capsules et puis de lancer cette phase de sélection du Brésil à Sao Paulo dans la résidence du consul général de Suisse. Alors, c'est quoi le programme du jour? Le programme du jour, c'est de partir déjà justement, d'arriver à se rendre dans cette résidence. Il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, il y a une grève des taxis et d'Uber, donc on va devoir trouver quelques astuces pour s'y rendre. Et puis ensuite, le concours va démarrer. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que la dernière fois. En effet, il y a moins de candidats, une répartition un petit peu différente des candidats, oui, Stéphane. Oui, on a 10 candidats, une seule personne suisse, 9 Brésiliens, avec aussi une présence de la Guilde internationale des fromagers, avec l'ambassadeur qui fait exprès le voyage depuis Brasilia pour venir vers nous. On a un consul général et puis un consul de Suisse Tourisme. Donc on va être très, très encadré. On voit que le mondial a une notoriété, a un poids aussi sur le Brésil. Et pour nous, ça nous fait très, très plaisir. Exactement. Bon, on se réjouit que vous nous rameniez du fromage brésilien. Je ne sais pas trop quelle saveur ça a, mais vous allez nous raconter tout ça mercredi. Très bonne suite de voyage, à tout bientôt. Très bonne suite. Et puis je vous laisse avec cette vue magnifique de Sao Paulo là, que vous pouvez voir derrière moi. Vous voyez, ça ressemble à ça, Sao Paulo. Muito bonito. Au revoir, Andrea. Adeus. Até quarta-feira. Et à présent, on ouvre une page de sport avec ces images du week-end. La 100e fête de lutte vaudoise a réuni 3000 spectateurs ce week-end à Genelier, malgré une météo capricieuse. Près de 260 lutteurs étaient présents et 12 couronnes ont été remises parmi les actifs, dont une à notre lutteur que vous voyez à l'image de Mont-sur-Rolle, Michael Matet, que l'on voit justement sur ces images et qui a terminé 4e en s'inclinant en phase finale face à Lario Kramer. Félicitations à ces lutteurs. À présent, une autre sportive de la région et qui vient avec une médaille. Mélodie Veillard, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes judoka et vous avez remporté votre première médaille en Coupe d'Europe en décrochant le bronze. Bonjour, bienvenue et félicitations. Une médaille spéciale, vous m'avez dit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour vous, cette médaille? C'est ma première médaille dans un tournoi à ce niveau. Et puis, ça représente beaucoup pour moi, vu que je m'entraîne beaucoup pour ça. Et j'espère participer au championnat d'Europe cette année. Oui, ça sera où, les championnats? Au Portugal. Au Portugal aussi. Bonjour, voilà, dis donc. On y revient à chaque fois, c'est mon petit clin d'œil à mon pays. Mélodie, on est ravis de vous avoir. Le judo, vous avez commencé à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? C'est un sport à la fois individuel, mais quand on est en club, en groupe, on se soutient les uns les autres. Et du coup, ça nous pousse à mieux combattre. Et aussi, le niveau de technique, c'est important. L'esprit compétitif, c'est surtout ça qui me plaît. Ouais, vous nous avez parlé de beaucoup d'investissements. Ça représente combien d'heures d'entraînement pour vous par semaine? Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine, ça fait un peu plus de 10 heures. Oui, on va revenir justement sur cette Coupe d'Europe qui a eu lieu en Géorgie. Comment ça s'est passé? Quelle ambiance il y avait sur place? Racontez-nous un petit peu ce voyage. Alors, on a pris l'avion avec l'équipe suisse, puis on est arrivé sur place et la météo là-bas, elle est assez spéciale. Il pleut, ensuite il fait beau. Puis ensuite, on est arrivé à la compétition. Du coup, il y avait une bonne ambiance dans la salle. Du coup, ça a permis que je sois dans de bonnes conditions pour combattre. Et puis ensuite, on est resté dans le pays. On est allé à la capitale, à Tbilissi, pour faire le camp d'entraînement. Ouais. Sur le camp, justement, comment vous avez pu profiter et comment peut-être ça a changé votre manière aussi d'appréhender le sport? Est-ce que cette manière de faire du sport et du judo sur place, elle était différente ou c'était la même chose et vous aviez finalement vos repères? Non, c'est totalement différent. Les judokas géorgiennes, elles sont beaucoup plus agressives, mais au niveau technique, elles ne sont pas super fortes. Ce que je veux dire, c'est qu'elles veulent juste faire la baston, on va dire, mais sinon, ça allait. Ouais. Et cette manière de faire du judo, juste faire la baston, est-ce que ça vous plaît? Ça va, je trouve, c'est différent. Du coup, on peut apprendre différentes manières de combattre. Et puis, c'est assez sympa de voir d'autres judokas. Ouais, ça veut dire quoi? Que peut-être en Suisse, on est trop timide, on n'ose pas assez s'investir dans le judo? Vous regrettez ça? Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Suisse, on va plus apprendre à faire bien comme il faut les techniques, à être précis, et ensuite, plus ou moins, être agressif.
Tandis que là-bas, c'est vraiment premier l'agressivité, puis ensuite ils essayent une technique, puis au pire ça passe, et puis sinon ça passe pas. Ouais, on va revenir sur vos objectifs à vous. Vous êtes actuellement dans la catégorie moins 40, dans les moins de 18 ans. Les prochains défis, vous en avez rapidement touché un mot, mais est-ce qu'on pourrait vous imaginer justement les JO pour vous à l'avenir? Alors j'aimerais bien participer aux JO, c'est mon plus grand rêve. Et puis je commence par soit 2028 en premier, puis si j'ai pas le temps, j'aimerais bien me qualifier pour les JO 2032. Ouais, tout ça avec l'équipe notamment de Lausanne. Vous étiez avant au judo team de Nyon. Pourquoi ce changement? Ça correspondait mieux à mon programme sportif. Je peux plus m'entraîner, j'allie les entraînements techniques, randonnerie et aussi préparation physique. Et je peux mieux aborder la technique là-bas. On se réjouit en tout cas de suivre votre parcours, Mélodie Vaillard. Félicitations encore et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Pour terminer, on se quitte sur ces quelques images. 10 000 spectateurs sont venus admirer la parade navale de la CGN ce week-end à Morges pour les 150 ans du chantier naval. 1900 passagers ont pu embarquer sur les 7 bateaux de la Belle Époque. On prend le large et on se quitte sur ces images.